Abdessamad Idina, cofondateur de Talo, une startup labellisée Green Tech Innovation et incubée au CSTB Lab. Talo, on est une entreprise RGE. On accompagne les particuliers à comprendre leur logement et à réaliser des rénovations énergétiques. Merci à tous les 5. Donc alors, ce réseau national des incubateurs Green Tech, de quoi s'agit-il? C'est une des actions du ministère de la Transition écologique en faveur de l'écosystème français de l'innovation verte. Donc depuis déjà quelques années, une action est déployée à destination des startups et des PME innovantes et de leur écosystème, notamment de recherche, les pôles de compétitivité, les grands groupes partenaires. Et la ministre a annoncé une nouvelle action donc en fin d'année dernière, 2020, qui est déployée depuis le début de l'année 2021, qui consiste à mettre en réseau et accompagner l'ensemble des structures qui elles-mêmes accompagnent les startups et les PME de la Green Tech, de l'innovation verte. Et notre volonté a été de mettre justement en relation et d'aider aussi bien des structures publiques que privées, aussi bien des structures plutôt à rayonnement national que d'autres avec un rayonnement et un ancrage plutôt territorial. Certaines sont arrimées à un gros opérateur, soit de la recherche ou de la technologie, d'ailleurs, comme le SSTV qui est ici présent. D'autres sont plutôt portées par un groupe, voire même par une petite entreprise. Certaines encore ont comme porteur une collectivité territoriale. Voilà. Donc, on a souhaité réunir ce qu'on considère être l'excellence de l'accompagnement des Green Tech. Le raisonnement est assez simple. L'action qui est menée par le gouvernement au service de la Green Tech par plusieurs ministères. Donc, le ministère de la Transition écologique anime Green Tech Innovation, mais c'est fait en relation avec d'autres ministères et également en particulier avec la French Tech. Donc, cette action-là, donc elle est faite pour accélérer l'émergence de nouvelles solutions qui nous aident à répondre aux défis de la transition écologique, qui nous aident à répondre à nos politiques publiques. Donc, on souhaite plus et mieux de startups et de PME qui innovent. Et un des paramètres de cette équation, selon nous, c'est aussi les écosystèmes qui embarquent ces startups et ces PME et qui les aident. Voilà, donc c'est vrai qu'on aurait très bien pu appeler ça un réseau national des écosystèmes Green Tech aussi. On a appelé ça incubateur parce que ça correspond à une fonction qui est bien comprise. Donc voilà, donc on met en réseau ces incubateurs. Ce sont ces incubateurs publics et privés, territoriaux, nationaux, qui décident les actions qu'ils mènent ensemble. Et le ministère est là pour les aider, qu'elles soient mises en place. Mais c'est essentiellement pour eux, pour elles, qu'on le fait. À noter, petite subtilité, que le ministère est lui-même membre de ce réseau au travers d'une structure qui est située à Saint-Mandé, qui est le Living Lab Green Tech de Saint-Mandé. Donc voilà pour présenter ce réseau national des incubateurs Green Tech, voilà, qui correspond à une conviction très forte pour nous, donc les professionnels de l'accompagnement et de l'accélération des startups et des PME sont des acteurs extrêmement importants de la transition écologique française et en particulier de l'innovation. Les premières actions concrètes qui ont été menées par ce réseau depuis le début de l'année, on peut noter en particulier 2 journées dédiées à ce qu'ils ont appelé le Tour de France des donneurs d'ordre Green Tech. Donc, c'est une opération qui consiste pour des donneurs d'ordre aussi bien publics que privés, des grands comptes privés, de choisir un thème. Le premier thème était la mobilité, le deuxième était le bâtiment et la ville durable, et de tout faire pendant une journée pour accélérer les collaborations entre d'un côté les startups et de l'autre ces grands comptes, qu'ils soient publics ou privés. Voilà, donc c'est le type d'action. Donc la dernière était à Lille le 21 septembre. C'est le type d'action qui est porté par le réseau national des incubateurs à Green Tech, mais il y a d'autres aspects. Voilà, je m'arrête là pour cette présentation et aussi encore pour redire à quel point pour nous vous êtes important et les autres incubateurs qui ne sont pas présents dans cette table ronde également aussi. Et je passe tout de suite la parole à Rémi qui va faire une première illustration de cette action. À vous, Rémi. Merci Thomas pour cette présentation. Donc moi je vais vous présenter en 2 mots les actions du CSTB Lab, donc qui est l'accélérateur de start-up du CSTB. Le CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment.
On est assez connu, je dirais, au niveau national pour nos activités d'évaluation et de certification des produits de construction, notamment la marque Acermi, la marque QB, par exemple. Il faut aussi savoir que le CSTB a une grosse activité de recherche et d'expertise qui récemment est réorganisée autour de 4 grands axes stratégiques qu'on a appelés nos domaines d'action stratégique. Donc, un domaine d'action stratégique en lien avec l'adaptation des villes et du bâtiment au changement climatique, mais également la limitation du changement climatique. On va retrouver tous les sujets bas carbone et d'adaptation. On a un grand axe autour de l'économie circulaire et des ressources pour le bâtiment. On a également un axe autour de la rénovation, de la fiabilisation de l'acte de construire, où là, on va adresser en particulier l'enjeu de la massification de la rénovation. Et enfin, un dernier axe sur des bâtiments et des quartiers pour bien vivre ensemble, où on va adresser vraiment tous les enjeux du bien vivre ensemble qui sont à la fois sociétaux, mais aussi physiques, en termes de confort dans nos villes, de confort dans nos bâtiments et de santé. Et c'est autour de ces 4 grands axes que l'accélérateur de start-up du CSTB a toute son importance, car on va venir centrer notre accompagnement autour de notre cœur de métier CSTB, à savoir la technique. Donc, on va proposer des accompagnements sous forme de mentoring technique de nos startups pour les aider à resituer leur innovation, à la fois au niveau scientifique, mais aussi par rapport aux contraintes normatives du bâtiment qu'on connaît également très bien. Et l'idée derrière, c'est pas de s'arrêter à cet accompagnement technique, mais c'est bien de monter ensuite des partenariats avec nos startups pour des projets de recherche communs ou du co-développement commercial sur des nouveaux objets pour lesquels on pourrait avoir un intérêt mutuel. Si je peux illustrer cet exemple, cet accompagnement, là, je pense que Abdes pourra reprendre la main ensuite, mais on a par exemple accompagné la startup Talo, donc qui est venue nous voir, je dirais, en phase assez amont, avec une idée qui nous a séduite, qui était de proposer, dans le cadre des rénovations, d'aider les particuliers à changer leurs fenêtres. Mais contrairement à d'autres plateformes, l'idée était d'adosser, ou plutôt de prendre en charge la responsabilité totale en tant que maître d'œuvre ou d'entreprise générale, ce qui permettait en gros, en cas de problème, d'avoir un vrai interlocuteur sur lequel se retourner, ce qui est relativement rare pour ce genre de plateforme. Évidemment, avec ce fort enjeu de qualité de mise en œuvre, un des sujets clés pour Talo, c'était d'assurer que les partenaires poseurs avaient une formation adéquate en termes de gestes de mise en œuvre. Et on a pu mettre en place un partenariat autour de notre formation par le geste, qui est situé notamment au CSTB de Grenoble, où on forme régulièrement des artisans aux actes de mise en œuvre des fenêtres, de manière à fiabiliser la performance de ces produits installés dans l'ouvrage, qui est un vrai enjeu dans le bâtiment aujourd'hui. Donc, peut-être que Abdes, je peux te passer la main pour développer un peu ce partenariat et bien sûr les actions de ta startup. Merci Rémi. Donc Abdessamad, Talo, pour rappel, Talo, ça veut dire maison en finnois. On s'attaque au domaine de l'habitat. Et l'idée, c'est de rendre accessible et d'accélérer la rénovation des habitations aujourd'hui en France. En quelques points, mais on sait qu'aujourd'hui, dans la rénovation énergétique, les prix sont pas à la tête du client, mais varient énormément, donc c'est compliqué pour les particuliers. La mise en œuvre pose beaucoup de questions, ou peut causer des dommages assez importants, et puis il y a beaucoup de complexité. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance d'être accompagné par le CSTB de manière assez caricaturale. Le CSTB, dans notre activité de bâtiment, comme l'a dit Rémi, via ses activités, on va dire, réglementaires, est souvent perçu par les entreprises du bâtiment comme le gendarme, entre guillemets, du BTP. Et c'est vrai que grâce, nous, c'était l'état d'esprit qu'on voit de l'extérieur, et le fait d'avoir pu intégrer le CSTB, ça nous a permis, en fait, d'utiliser le cadre réglementaire comme un avantage compétitif. C'est-à-dire de se dire, OK, on peut prendre les devants, on peut se projeter, et établir des solutions pérennes et être innovant sur ces aspects-là. Donc, les différentes collaborations où l'apport qui a été hyper important pour nous, il y en a 3 majeurs. Le premier, c'est l'apport de réseau. On est dans un domaine qui est peu digitalisé, où on a des fabricants
européens, français, qui ont peu à faire à cet écosystème digital-là et qui vont avoir une vision essentiellement business et parfois très peu innovation. Donc, le fait, le CSTB Lab et le label Green Tech Innovation, c'est un élément de réassurance pour ces partenaires-là, et deux, surtout, des partenariats très concrets où le CSTB a pu nous accompagner pour pouvoir échanger avec des fabricants et comprendre leurs enjeux et être sûr d'avoir une solution saine pour eux. Le deuxième point qui était hyper intéressant dans cette année au CSTB Lab, c'est, comme je disais, l'expertise métier et réglementaire. Ça a été un point super important parce qu'au plus fort, entre guillemets, de la tempête pendant le Covid, on a pu, avec beaucoup d'agilité, dès le mois de juillet 2020, organiser 2 sessions de formation sur mesure pour nos artisans. Et du coup, sur un temps où il y a eu beaucoup de secousses, du coup, embarquer notre communauté à Grenoble physiquement avec les compagnons du devoir sur des formations extrêmement adaptées. Et du coup, profiter de ce temps d'arrêt de chantier pour pouvoir capitaliser sur la formation de notre communauté d'artisans. Donc ça a été hyper précieux parce que l'entrée CSTB Lab fait que ça nous a permis d'aller extrêmement vite et de proposer énormément de qualité à notre communauté. Et puis, comme le disait Rémi, le dernier point pour nous, c'est la co-construction d'offres et services où on a la chance, on pourra peut-être en reparler après, mais on a vécu des switches sur nos activités ou une expansion de nos activités. Et là, l'idée, c'est de pouvoir co-construire et d'être certain que nos outils numériques qui servent nos activités opérationnelles soient en totale conformité avec les règles d'intervention dans le bâtiment. Donc, c'est vrai que c'est un bien fou pour une petite startup comme nous d'avoir accès à forcément un réseau de recherche extrêmement important. C'est un monde d'opportunités, le CSTB Lab, qui est hyper intéressant et qui est ultra précieux pour une PME innovante comme la nôtre. Voilà un peu après pour le retour d'espérance, en tout cas, de ce qu'on a pu faire, en tout cas, avec le CSTB. Bonjour, vous m'entendez? On a eu un petit bug technique. Est-ce que vous m'entendez? On a eu un petit bug technique. Oui, très bien. Oui, oui. Entendu Abdes. Merci pour cette belle illustration. Étienne, je vous propose d'enchaîner en parce que ce qui est intéressant à chaque fois, c'est de bien voir la diversité d'approches qu'il y a dans l'accompagnement des startups et des PME Green Tech, et peut-être de conclure par quelque chose dont vous êtes fier en particulier. Merci. Donc effectivement, moi je représente Incubator, donc on est un réseau d'innovation francophone. On accompagne l'innovation en fait à différents niveaux, essentiellement par l'entrepreneuriat. On a 4 grandes propositions qui sont l'accompagnement de l'individu par de la formation dans un premier temps, de l'accompagnement des entrepreneurs qui se lancent et qui sont au stade de l'idée, qui souhaitent poser un peu les bases de leur entreprise et créer leur start-up à impact. Donc là, on est sur de l'incubation. Pour des startups un peu plus matures, on a des offres d'accélération. Et enfin, pour des ETI, PME ou grands groupes, on propose des offres d'innovation interne ou externe pour ces entreprises-là pour innover et avoir plus d'impact au sein de leur entreprise. Et donc, selon ces quatre thématiques-là, on va vraiment accompagner les entrepreneurs à impact. Donc, quand je parle d'impact, je parle évidemment d'impact positif sur la société et ou sur l'environnement. Nous, en fait, on se base simplement sur les 17 objectifs du développement durable qui ont été fixés par l'ONU. On souhaite que les entreprises qui nous rejoignent sur ces programmes à impact répondent à au moins un de ces 17 objectifs de développement durable et que cette réponse soit vraiment au cœur de leur stratégie. On ne veut pas simplement que ce soit la cerise sur le gâteau pour leur projet, mais que ce soit le gâteau à part entière, que cet impact soit vraiment au cœur de leur stratégie. Et donc, sur notre programme Création Impact, plus particulièrement, donc qui est sur la partie de l'incubation, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner ces entrepreneurs à trouver leur positionnement, définir leur marché, aller sur le terrain. Et donc, pour ça, on propose un accompagnement pragmatique qui se déroule sur 10 à 18 mois. L'objectif est de les accompagner de façon très concrète avec des ateliers toutes les semaines. Ils ont en tout, sur les 10 mois d'accompagnement, ils ont 90 ateliers, plus de 70 heures d'accompagnement individualisé qui leur permet d'être
dans le concret, sur le terrain. Donc, c'est vraiment à temps plein sur leur projet, d'aller éprouver leur concept, d'aller à la rencontre de leurs clients potentiels. Donc, on a une approche vraiment terrain de l'entrepreneuriat qui leur permet d'aller tester rapidement, faire des erreurs s'il faut les faire assez rapidement. Nous, on leur évite quelques erreurs aussi, on va dire, de base, étant donné qu'on apporte toute notre expertise entrepreneuriale sur le sujet. Et l'objectif pour nous, c'est de les accompagner. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils ont une idée. Parfois, ça tient sur un bout de papier, sur 2 slides. Parfois, c'est juste l'idée dans la tête. L'objectif est de faire passer de cette idée à un projet réel avec des premiers salariés, un premier chiffre d'affaires, une preuve de concept, une preuve de marché, et ensuite de continuer à les accompagner un peu plus longuement. Et donc, sur notre apport chez Incubator, on va les accompagner déjà sur ces 90 ateliers, ces 70 heures d'accompagnement. On ouvre également tout notre réseau, puisqu'Incubator, on est présent dans 9 villes en France. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais globalement, moi, par exemple, je suis basé à Lyon. On a le même accompagnement dans toutes nos villes. On fonctionne vraiment en réseau. On mutualise tous nos efforts au niveau national. On a par exemple un réseau de plus de 300 mentors au niveau national qui vont pouvoir apporter leur expertise à nos entrepreneurs sur des sujets bien spécifiques. On investit également dans les projets qu'on accompagne pour leur permettre d'avoir un premier financement de 25 000 € qui leur permet de se développer, de se lancer et d'avancer assez rapidement sur leurs premières étapes. Et donc tout ça sur 10 mois qui leur permettent de passer concrètement à l'action. Et donc, en quelques chiffres, pour vous donner une idée, on a accompagné et financé plus de 200 startups au niveau national. On en a... alors, l'impact fait partie de nos principaux programmes. Donc, on a à peu près une startup sur 3 qui est à impact chez Incubator. Et pour terminer sur une petite fierté chez Incubator, j'aime bien citer l'exemple d'une des toutes premières startups à impact que l'on a accompagnées chez Incubator, qui est basée à Nantes. C'est Impact Track, qui est une startup qui est spécialisée dans la mesure d'impact pour les entreprises. Et donc, qui a un petit peu disrupté ce modèle-là, parce que la mesure d'impact, c'est quelque chose d'assez complexe, assez coûteux et très long pour les entreprises. Donc, généralement, quand on est une startup ou une jeune entreprise, c'est compliqué d'aller mesurer son impact parce que voilà, ça demande beaucoup d'efforts financiers et c'est assez chronophage. Impact Track a développé toute une plateforme qui permet de rendre autonomes les entreprises dans leur mesure d'impact, de les accompagner pas à pas dans cette démarche et de rendre lisible et clair leur impact grâce à une page d'impact qui leur permet de montrer tous les efforts qui ont été mis en place. Et donc, Impact Track, en fait, c'est une startup qui a rejoint nos programmes en été 2018 à Nantes, qu'on a accompagné du coup pendant une petite année chez Incubator, qui aujourd'hui est alumni, qu'on a accompagné encore, étant donné que nous, on est investisseurs aussi, on accompagne même lorsqu'ils sont alumni. Incubator a obtenu une bourse French Tech, est en train de lever des fonds, a recruté pas mal de personnes en son sein. Aujourd'hui, Impact Track, c'est une startup qui a évalué plus de 60 entreprises, l'impact de plus de 60 entreprises en 2020 et qui vise à en faire 200 en 2021, donc il y a une croissance assez forte. Et la petite fierté qu'on a, c'est que c'est une startup qui grandit bien et qui a un vrai impact au niveau local et national, et aussi qui est devenu partenaire d'Incubator aujourd'hui, puisqu'on a intégré la solution Impact Track dans notre programme d'incubation Impact pour les startups, pour les accompagner sur leurs mesures d'impact. Donc voilà, la boucle est bouclée, on va dire, avec Impact Track, puisqu'ils sont arrivés en incubation et maintenant ils sont partenaires de notre programme. Merci beaucoup, Étienne. C'est une belle illustration. Carmen Rouanet, donc, vous êtes responsable de l'innovation ouverte à Léonard. Peut-être que ça serait intéressant d'expliquer le rôle qu'a Léonard au sein de Vinci et puis justement de présenter votre action spécifique en matière d'accélération et d'incubation de start-up et de PME Green Tech qui sont dans l'écosystème de Vinci. À vous, Carmen. Merci Thomas. Donc avant de vous parler des missions de Léonard, c'est aussi un lieu physique. Donc on est à côté de Gare de Lyon, donc en plein centre de Paris. On est ouvert au public. Donc c'est un des plus grands lieux d'innovation dédiés aux villes et aux infrastructures de demain d'Europe. Donc, au sein de Léonard, on a des collaborateurs de Vinci, que ce soit les équipes de Léonard, on a aussi la fondation de Vinci
et le think tank La Fabrique de la Cité, mais aussi de venir travailler soit de façon autonome, soit avec nous sur des projets innovants. On a nos programmes, mais aussi des coworking ouverts à toutes les startups, et on organise des conférences qui sont ouvertes non seulement aux résidents et aux collaborateurs, mais aussi au grand public. Alors, concernant les missions de Léonard, donc Léonard fait partie du groupe Vinci, donc on est sur tous les métiers de Vinci, les énergies et la mobilité. Et nos activités sont organisées autour de 2 piliers. Le premier pilier qui est ce qu'on appelle l'exploration, et un deuxième pilier qu'on appelle l'accompagnement de projets innovants. Donc, sur le premier pilier des explorations, on a toute une partie de veille sur laquelle nous explorons le futur des villes et des infrastructures via nos newsletters, via des articles qu'on publie sur notre site web, qui sont aussi ouverts au public. Et on a aussi des cycles de conférences réguliers sur différentes thématiques, toujours autour de la ville et des infrastructures. On aura par exemple, à partir de fin novembre, un cycle de conférences autour de l'économie circulaire, donc vous êtes tous les bienvenus. Et toujours sur cette partie de exploration, on a aussi une activité de prospective. Donc c'est l'objectif de cette activité, c'est de identifier comment des grandes tendances qu'on peut appeler mégatrends vont avoir un impact dans l'évolution de nos métiers dans le moyen et dans le long terme. Donc, ça peut être par exemple le véhicule autonome et électrique, la résilience climatique, entre autres. Et c'est des groupes de travail très interdisciplinaires dans lesquels on va mettre ensemble des représentants de Vinci, mais aussi des chercheurs, des institutions publiques, d'autres grands groupes. Donc, c'est des dynamiques assez ouvertes et pluridisciplinaires. Et à la fin, on a un rapport prospectif qui, lui aussi, est publié de façon très ouverte. Donc, sur le deuxième pilier, qui est celui de l'accompagnement des projets innovants, on a 2 programmes à destination de l'interne. Donc, on a un programme d'entrepreneuriat donc à destination des collaborateurs de Vinci qui souhaitent développer des projets de nouveaux business pour Vinci. Et on a un programme d'intelligence artificielle qui a pour vocation de permettre aux entités de Vinci d'identifier des cas d'usage, de former leurs collaborateurs et de mettre en place des projets d'intelligence artificielle pour optimiser leurs process, pour développer des nouvelles offres, entre autres. Donc, ça, c'est le volet interne. Et ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, donc c'est la partie startup. Donc, on a aussi 2 programmes d'accompagnement pour les startups. Donc, on a le programme SEED. Donc, moi, je m'occupe de ce programme-là, qui est un programme d'incubation. Donc, sur une durée de 6 mois, nous accompagnons les startups avec un volet formation, atelier, des coachings sur des thématiques de l'entrepreneuriat assez classiques, avec la particularité aussi d'avoir l'apport sectoriel. Donc, chaque startup va avoir un ou plusieurs mentors au sein de Vinci, dont le rôle, ça va être de permettre à la startup de mieux comprendre le secteur, de mieux comprendre les enjeux terrain, et aussi de lui ouvrir des contacts au sein du groupe afin de lui permettre d'avancer sur son projet. Donc, ça peut très souvent aboutir à des collaborations commerciales ou à des POC développés soit avec le mentor, soit avec quelqu'un de son réseau. Donc, je vous donnerai un exemple juste après de ce type de collaboration. Et toujours sur le programme SEED, donc on a un volet aussi financement. Et donc, c'est un programme sur 6 mois qui se termine par un démodé qui est ouvert à nos partenaires, à notre réseau d'investisseurs, donc que ce soit des réseaux de business angel, mais aussi des fonds d'investissement français, mais aussi internationaux, parce qu'on a la particularité d'être sur des métiers qui sont, disons, encore
Carmen, on vous a perdu pendant une trentaine de secondes. Je pense que Ah mince, bon, c'est 30 secondes. je sais plus. Ok, je sais plus où, bon, du coup, je sais pas où exactement, mais bon, juste peut-être sur la fin du programme, c'est un programme sur 6 mois. Et là, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? En fait, ça s'est coupé Ok. quand vous parliez du... Oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez, Carmen? Oui. En fait, ça s'est coupé quand vous parliez du démodé. Voilà. D'accord, oh, bah, parfait. Donc, oui, donc je vous disais, le programme s'est défini par un démodé pendant lequel les startups pitchent devant notre réseau d'investisseurs, donc des investisseurs, soit des réseaux de business angel ou des investisseurs, des fonds d'investissement français ou européens, voire américains, parce qu'on a un côté très construction tech qui est encore assez méconnu en France, donc on a des partenaires plutôt internationaux. Et aussi devant les décisionnaires de Vinci. Donc, ça peut promouvoir aussi l'identification de contacts commerciaux au sein du groupe. Parce qu'il faut savoir que Vinci, c'est une entreprise très, très décentralisée. On a 3000 business units. Donc, une startup, elle peut collaborer avec différentes entités, mais c'est très difficile d'avoir une approche globale, par exemple, des accords cadres. Donc, c'est ce type d'événements qui leur permettent aussi d'identifier des contacts internes. Et donc, juste 2 mots sur le deuxième programme. Donc, on a un deuxième programme qui s'appelle Catalyst, qui est à destination de startups plus matures, qui ont un produit qui est déjà industrialisé et qui est en cours de déploiement commercial. Et donc, le but de ce programme, c'est de permettre à ces startups de développer des collaborations commerciales avec des entités de Vinci. Donc, mon collègue qui s'occupe de ce programme, lui, va identifier les enjeux très opérationnels des directions techniques et des directions opérationnelles, et il va faire un sourcing international sur ces sujets pour sélectionner les meilleures startups et les aider à se déployer au sein de Vinci. Donc, on a décidé de faire 2 programmes séparés en termes de maturité, parce que c'est aussi plus facile en interne de gérer ces différentes maturités de startups, notamment sur le programme Catalyst. On a plus de chances de pouvoir vendre en interne ces solutions lorsque c'est des solutions qui répondent déjà à des problèmes de façon très, très pragmatique, comme si c'était un fournisseur comme un autre. Donc, voilà pour les programmes. Et donc, si Thomas, je peux donner peut-être un exemple d'une collaboration avec une de nos entités. Oui, en concluant rapidement, s'il te plaît, ouais, Carmen. Donc, on a une startup qui, d'ailleurs, est labellisée Green Tech, qui s'appelle ePitender et qui a développé un système de ce qui s'appelle batterie à sa service. En gros, c'est une batterie remorque qui se plug au véhicule électrique pour prolonger son autonomie, pour faciliter notamment les trajets longs. Et donc, du coup, leur mentor interne, c'était quelqu'un chez Vinci Autoroute. Et donc, en début d'année, pendant quelques mois, ils ont déployé un POC dans une des autoroutes desquelles on est concessionnaire dans le sud de la France. Et en fait, ils ont équipé des Renault Master, c'est des espèces de fourgonnettes qu'utilisent les patrouilleurs des autoroutes pour qu'elles puissent tourner de façon plus régulière avec les tenders. En gros, les patrouilleurs des autoroutes, leur rôle, c'est de surveiller et de maintenir les autoroutes. Et ils doivent être très, très disponibles et très rapidement pour les interventions. Et lorsqu'on a des véhicules électriques, ils peuvent avoir les problèmes de charge. Ils doivent aller charger leur voiture et ça réduit leur disponibilité. Donc, avec le tender, donc cette remorque, en fait, ils peuvent la changer et ça permet aussi de donner plus d'autonomie. Et donc, du coup, ça permet aux voitures électriques de rouler en permanence et d'assurer la continuité de service. Et donc là, ils sont en train d'étudier un pilote à plus grande échelle pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Carmen. C'est vrai que c'est une belle success story, ePitender, dont on est très fiers. Il y a des personnes qui posent des questions sur les programmes que tu viens de présenter.
Donc, pendant les autres interventions, ça serait sympa si tu pouvais répondre. Voilà, les personnes souhaitent savoir sur le chat le nom des programmes et les référents. Je te laisse leur répondre sur le chat pendant ce temps-là. Donc, là, on a des angles très différents dans la façon d'accompagner les jeunes entreprises innovantes de l'écologie en France. C'est très riche. Mais maintenant, si on se met à leur place, et peut-être qu'Abdès pourra en témoigner, tout cela peut être très impressionnant. Ça renvoie au stade de maturité des startups et des PME. Certaines sont au tout début, early stage, d'autres un petit peu plus matures. Comment cela se passe-t-il? Est-ce que vous êtes ouvert à tous les stades de maturité? Ou est-ce qu'au contraire, vous intervenez à un moment bien précis? Est-ce que vous avez aussi un message à passer à celles et ceux qui seraient juste au tout démarrage de leur projet entrepreneurial? Voilà, donc Rémi, au CSTB Lab, comment ça se passe par rapport à cette question de la maturité et du moment où peut intervenir le CSTB Lab en fonction du stade de développement des startups? Bon, je vais faire une réponse de Normand, je dirais ça dépend, mais globalement, au CSTB Lab, on a vraiment deux axes. Un axe où on va vraiment apporter notre expertise pour accompagner techniquement des startups dans leur développement, avec la mise à disposition d'un mentor technique. Donc là, on va être plutôt sur des startups qui sont relativement early stage, alors je dirais pas qu'ils viennent de se créer, il faut quand même qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait quand même une idée, un concept qui soit quand même bien défini. Néanmoins, à ce moment-là, on peut tout à fait les prendre en charge pour affiner le concept et construire avec elles, je dirais, un concept qui peut fonctionner dans le contexte normatif réglementaire du bâtiment et avec un aspect technique fort. Donc, il y a ce sujet, on va dire, plutôt early stage. Et ensuite, un deuxième axe où là, on va plutôt aller chercher à créer du partenariat, notamment via la mise à disposition de certaines de nos briques de recherche. Donc, je vous ai cité les grands domaines sur lesquels on travaille. Il faut voir que le CSTB produit régulièrement des briques R&D dans le cadre de ses activités, et que certaines d'entre elles, on a la volonté de co-développer avec nos écosystèmes de start-up des solutions qui soient plus proches du marché. Et là, on va plutôt quand même aller chercher des startups qui ont déjà un certain niveau de maturité et qui peuvent avoir un intérêt dans les briques qui sont proposées dans le cadre de nos activités de recherche. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Thomas. Ça répond, et justement, Abdès, toi qui as vécu ça de l'autre côté de la barrière, est-ce que ça a été un sujet, et est-ce que tu peux témoigner de la confiance que tu as pu avoir dans les différents acteurs que tu as pu approcher, et puis du caractère adapté ou pas à des actions d'accompagnement qui t'étaient proposées en fonction du stade de développement où tu en étais? C'est bien sûr ce qui a été super agréable pour nous sur notre expérience au CSTB Lab, c'est qu'au fond et en soi, c'est très humain. C'est-à-dire que il y a Rémi qui nous a accompagnés sur une problématique qu'il a évoquée au démarrage, était le fait d'être un pur player de la menuiserie en ligne, d'être une boîte du bâtiment 100% digital. Donc on était très early sur cette idée-là, et puis du coup on a tout de suite eu une marraine métier des équipes de Hubert Lagier, de ce flux Coneo, qui nous ont accompagnés pour être sûr qu'on respectait toutes les exigences liées au bâtiment et qu'on puisse se projeter sur des éléments de recherche. Et là, c'est intéressant parce que, comme le disait Rémi, on peut co-construire les services. Le CSTB est très ouvert à l'idée de partager les éléments issus de sa recherche. Et nous, ça nous permet en fait d'avoir des éléments sur étagère de recherche à pouvoir déployer sur le terrain. Donc ça, c'est super intéressant. Et dans le switch, il y a eu comme le Covid qui est arrivé et France Relance qui a suivi, qui a changé beaucoup d'éléments chez nous. Et là aussi, le CSTB a vraiment pu s'adapter et nous proposer un accompagnement adapté à un switch stratégique, c'est-à-dire qu'on n'était plus un pur player de la menuiserie, mais un acteur de la rénovation énergétique globale qui fait de la menuiserie, de l'isolation, du système de chauffage. Donc 3 nouvelles verticales. Et là, tout de suite, ce qui a été agréable, c'est une réorientation tout de suite en plein pendant le parcours pour dire, OK, on a bien compris où vous étiez, on voit comment vous pivotez sur le marché. Donc, le mentor va changer, il a évolué sur le programme Profil, bref, sur des sujets qui étaient très similaires. Donc, on a tout de suite une intégration, un onboarding qui est très rapide parce que la personne maîtrise totalement nos enjeux, en fait. Et l'idée, c'est juste de pouvoir partager le concept et la vision. Et là-dessus, le plus important pour nous, et je pense que c'est le cas de chaque entrepreneur, c'est qu'il ne faut pas hésiter à partager
un concept bien défini comme le dit Rémi, mais ne pas hésiter à partager parce que ça a été même pour nous l'avantage d'avoir des éléments d'alerte du CSTB, c'est-à-dire qu'on se projetait par exemple sur des briques de R&D extrêmement larges. Je pense notamment au moteur Comet qui était au CSTB. Et là, le CSTB a aussi un rôle et a pu nous projeter en nous disant, oh là, ça c'est le gros investissement technologique et pour vous, ça va être une mise en œuvre qui est très lourde. Il y a un programme en parallèle qui va vous permettre d'y accéder dans 6 mois de manière beaucoup plus légère. Donc, est-ce que c'est pas mieux pour vous de patienter et de vous projeter a posteriori, ce sera beaucoup moins coûteux. Donc, le fait de pouvoir partager et le fait d'avoir au centre de tous ces programmes-là un contact direct et puis des personnes qui ont une projection sur nos activités métiers, c'est clair que ça a été hyper précieux, soit pour nous adapter, soit pour pivoter. Et pour le coup, et merci aux équipes du CSTB et à Michaela parce que on nous a sollicité plusieurs fois sur différents switches et à chaque fois, une startup, c'est aussi répondre au marché, être réactif et ils l'ont été à chaque fois. Donc ça, c'est super précieux, surtout quand on sait l'étendue des activités qui peuvent être gérées par Vinci, par le CSTB, par des grands groupes, par ces grands groupes-là, qu'ils soient décentralisés ou pas. Mais parfois, ça permet de faire bouger un mastodonte de manière assez rapide. Donc c'est super précieux et agréable pour nous. Merci beaucoup, Abdes. Étienne, dans un réseau très bien réparti, avec un volume d'activité assez intéressant à l'échelle des 9 implantations, quel retour d'expérience tu as justement de ce sujet de la maturité? Est-ce que tu as un message particulier à passer aux startups par rapport à cette question qu'elles se posent souvent et parfois certaines, encore une fois, peuvent s'auto-censurer et se dire que ce n'est pas forcément tout de suite pour elles, alors qu'en réalité, il y a pas mal d'incubateurs, d'accélérateurs qui sont capables de les accompagner dès le départ. Qu'en est-il d'incubateurs? Est-ce que tu peux nous témoigner de votre action sur cet aspect-là? Ouais, effectivement, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là et c'est souvent dans les premières questions qu'on a aussi de la part des porteurs de projets qui nous contactent. Nous, on a la particularité d'accompagner très, très tôt en fait, à l'échelle d'un projet, c'est-à-dire qu'on intervient dès le stade de l'idée. Donc, en fait, vous pouvez rejoindre Incubator simplement avec une idée. Alors, évidemment, ce n'est pas l'idée que vous avez eue en vous levant le matin ou sous la douche. Il faut que ce soit une idée quand même un petit peu travaillée et à laquelle vous avez quand même réfléchi et sur laquelle vous pouvez aussi, vous, en tant que porteur ou porteuse de projet, être légitime. Pour autant, si votre idée, elle est assez claire dans votre tête, mais vous n'avez pas forcément démarré d'action ou quoi que ce soit, nous, on vous accompagne là-dessus, justement sur le positionnement, la définition de votre valeur ajoutée et aller sur le terrain pour tester assez rapidement votre idée. Donc, en fait, on peut avoir des entrepreneurs, des porteurs de projets qui arrivent avec simplement une idée plus ou moins travaillée. D'autres vont arriver en ayant déjà parfois un prototype, déjà des premiers retours marché, etc. Mais pour autant, ils sont un petit peu en doute, en questionnement par rapport à leur positionnement. Et on les accompagne là-dessus aussi. Donc, en fait, notre programme s'adapte en fonction de la maturité. Vous avez simplement une idée, on va vous accompagner sur toutes les étapes. Si vous avez une idée un petit peu plus évoluée, vous allez quand même passer par ce programme-là avec toutes ces étapes-là, mais vous allez simplement aller plus vite sur les premières étapes si c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé. C'est simplement pour revalider ensemble, d'affiner ou d'approfondir certains éléments qui ne l'auraient pas été. Et parfois, ça permet aussi d'apporter un regard externe, parce que parfois, certains entrepreneurs arrivent chez nous, leur idée est déjà un petit peu travaillée. Ils viennent nous dire en disant « Ah, moi, ça, j'ai déjà fait, positionnement, proposition de valeur, je maîtrise, je connais bien mes personas, etc. » Et en fait, en creusant un peu, il s'avère que le projet puisse pivoter pour être encore plus impactant, avoir un impact plus direct, etc. Et donc, c'est aussi ce travail-là qu'on fait avec les porteurs de projets au départ. Et ensuite, pour des projets encore plus matures, qui auraient déjà des premiers clients, un premier produit ou service en place. On a des programmes d'accélération aussi qui sont dédiés, où là, les programmes d'accélération sont plutôt spécialisés sur l'accompagnement à la levée de fonds, donc plutôt levée d'amorçage ou bien série A. Mais sur l'incubation, en tout cas, on accompagne dès le démarrage. Je vais conclure, Étienne, par une réponse à la question classique, elle aussi, sur les possibilités réelles de protection des idées, puisque tu proposes aux entrepreneurs de venir très tôt. Donc, comment est-ce que vous y prenez? Sur la protection de l'idée, ça aussi, c'est la deuxième question après la maturité que l'on a généralement. Mais est-ce que je peux vous parler de mon idée? Est-ce que je ne vais pas me la faire piquer, etc.
Nous, ce qu'on répond généralement, c'est qu'une idée, ça compte pour 5% de la réussite d'un projet. Les 95% restants, c'est l'exécution. L'idée que vous avez, vous n'êtes certainement pas le premier ou la première à l'avoir eue. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont eu, qui l'ont testé dans d'autres pays ou sous d'autres formats, etc. Mais c'est vraiment ce que vous allez en faire et l'orientation du projet que vous allez en faire qui compte. Et en fait, c'est dans tout l'intérêt du projet d'aller partager son idée, d'échanger avec des experts, avec des clients potentiels pour la faire évoluer, la faire grandir. Mais c'est vraiment l'équipe et les porteurs et porteuses de projets qui vont rendre cette idée concrète et réelle et qui vont l'emmener assez loin. Et puis après, nous, en interne, au niveau de l'équipe, des mentors, de toutes les personnes qui accompagnent, on est soumis évidemment à des clauses de confidentialité qui nous empêchent d'aller communiquer toutes les idées ou tous les projets qu'on accompagne à l'extérieur. Donc voilà. Mais la première réponse que j'aurais, c'est que l'idée, ça compte que pour 5% de la réussite d'un projet. Ah, Thomas, on ne t'entend pas. Merci Étienne. Carmen, en fait, je te propose aussi de répondre, mais en faisant une transition avec une autre séquence. C'est vrai que sur la maturité, en fait, tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure en présentant tes programmes, mais tu peux en rajouter un petit mot. Et ce que j'avais te poser comme question, c'était cette notion d'écosystème, donc d'innovation ouverte. On voit maintenant depuis 7 ou 8 ans les grands groupes, dont Vinci, arrêter de tenter de racheter intégralement des startups, mais de les garder dans leur écosystème, soit en leur confiant des premiers contrats commerciaux, soit en prenant une petite part du capital, ou alors en les accompagnant, ou alors un peu les trois, ou un peu des deux. Et des retours d'expérience qu'on a, c'est très riche pour les startups, parce qu'en plus de bénéficier de l'accompagnement, elles bénéficient de l'accès à cet écosystème, et ça vaut pour Vinci, comme pour le CSTB, comme pour Incubator, et comme pour l'ensemble des incubateurs que nous accompagnons. D'ailleurs, je vous ai mis dans le chat, donc là je parle à l'audience, à toutes et à tous, je vous ai mis le lien des incubateurs GreenTech pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus à la trentaine de structures qui en fait partie. Donc Carmen, cette notion d'écosystème, comment à Léonard, Vinci, comment est-ce que vous la proposez aux startups, et comment est-ce que concrètement les startups et les PME vont profiter du rôle qu'a Vinci dans sa chaîne de valeur avec ses partenaires, que ce soit des partenaires académiques, que ce soit des partenaires financiers ou même des fournisseurs. Voilà, ça serait vraiment intéressant d'avoir cette démonstration en gros d'une politique d'innovation ouverte portée par un grand groupe. Merci Thomas. Pour commencer, c'est une question très vaste. Pour commencer sur le sujet, tu parlais du financement. En fait, dans le cadre du programme SEED, donc pour les startups early stage, en général, c'est des startups qui n'ont pas encore fait leur première levée, qui ont déjà un premier prototype, mais qui n'ont pas encore fait de levée. Et nous, on prend une participation très minoritaire, parce que notre objectif, c'est pas forcément de monter dans le capital de ces startups, mais plus de s'engager à les accompagner dans la durée. Donc, il n'y a aucun enjeu d'exclusivité, de clause d'exclusivité. C'est souvent une question que nous posent les startups. Est-ce que si je viens à Léonard, est-ce que je pourrais bosser avec Bouygues ou avec FH? Bien sûr. Nous, l'objectif, justement, c'est de voir des participations relativement faibles qui nous permettent de nous inscrire dans le développement à long terme des startups et de les accompagner même après les 6 mois du programme. Et du coup, leur ouvrir tout notre écosystème. Donc, notre écosystème, notre premier écosystème, ça va être celui de Vinci, donc l'écosystème interne. Donc, des directions techniques, des directions opérationnelles, des directions innovation de nos différentes entités. Et juste pour revenir sur ce sujet des maturités, dans le cadre du programme SEED, disons que ce qu'on propose aux startups, c'est pas forcément de trouver des clients au sein de Vinci, parce que pour des startups early stage, c'est parfois très compliqué de travailler avec des grands groupes comme nous. Mais bien évidemment, souvent, ça aboutit à des collaborations, soit sous forme de POC, soit sous forme de collaboration commerciale. Et c'est pour ça qu'on a les deux programmes qui sont différents. Et ce qu'il faut savoir, notamment sur le domaine de la construction, chaque chantier a sa propre rentabilité.
Donc, c'est très compliqué d'aller voir un directeur de chantier et lui dire est-ce que tu peux faire un test avec cette solution? C'est pour ça que le programme Catalyst répond à la problématique d'avoir des startups qui ont déjà fait leurs preuves, qui travaillent déjà avec des grands groupes. Et donc, VINCI ne va pas forcément être le premier client. Donc, bon, ça, c'était juste pour revenir sur le sujet de maturité. Pour revenir sur la notion d'écosystème. Donc, côté VINCI, on va avoir un écosystème très divers, français, mais aussi à l'international, parce que VINCI est présent dans plus de 120 pays. Donc, par exemple, dans le cadre du programme Catalyst, l'un des enjeux, c'est de permettre à des startups internationales de se développer en France, ou l'inverse, des startups françaises de se développer dans d'autres marchés de VINCI. Donc, on a un écosystème assez interne, assez international. Sinon, on a aussi notre réseau on va dire, de partenaires investisseurs dans lesquels on n'est pas forcément LP dans les fonds, mais en fait, il y a beaucoup de fonds avec qui on échange, notamment des partages de deal flow, soit dans le cadre du programme SEED, pour éventuellement mettre en relation des startups qui sont en levée de fonds avec des fonds d'investissement de notre réseau, soit dans le cadre du programme Catalyst, où on va faire des partages de deal flow avec des fonds qui sont plutôt série A, série B et qui ont un portefeuille de startups déjà plus matures, qui, eux, ils ont pour intérêt que cette startup se développe commercialement. Et nous, on a aussi pour intérêt de, disons, valider l'aspect financier, le track record de la startup avant de pousser vraiment en interne cette. Donc, on a cette partie de l'écosystème, on va dire, investisseur. Et sinon, de façon générale, on échange beaucoup avec d'autres incubateurs. Aujourd'hui, en France, l'offre d'accompagnement est très, très large. Et nous, on a des startups qui ont déjà été incubées dans d'autres incubateurs. Régionaux. Donc, on échange beaucoup, soit des startups de chez nous qui vont dans d'autres incubateurs, ou des startups d'autres incubateurs qui viennent chez nous. Donc, on échange régulièrement. Et juste sur notre écosystème Léonard, une autre proposition de valeur pour les startups, c'est qu'en étant part de Léonard, on les intègre dans disons que dans tout notre cycle événementiel, donc que ce soit pour des présentations internes de VINCI ou pour le grand public. Donc, souvent, ils sont partie prenante de tables rondes où on organise aussi des sessions de pitch. Nous, on est aussi partenaire d'événements comme par exemple le MID, le Monitor Innovation Day, qui est un des plus gros salons de l'innovation dans la construction. Donc, c'est des choses qu'on met, on va dire, au service des startups. Et merci, donc voilà. Merci beaucoup. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. Ce qui serait intéressant, donc vous avez une vision quand même assez globale les uns et les autres. Le cas particulier des green tech en fait dans l'accompagnement des startups, est-ce que en matière de soutien à l'export et à l'internationalisation, ou au contraire d'accès au marché domestique et aux acteurs publics, ou sur le sujet de la mesure d'impact, est-ce que vous auriez un conseil à passer, une analyse à faire sur justement le cas particulier? Qu'est-ce que ça signifie d'accompagner une start-up, une PME qui fait la promesse d'avoir un impact environnemental? Je propose qu'on termine par là et puis on se réservera la dernière minute avec Carmen pour faire une petite annonce. Et Abdès, je propose de commencer par toi parce que du coup, toi, tu as été à côté de la promesse. Justement, le cas particulier d'être une entreprise qui fait cette promesse aussi d'impact écologique, est-ce que tu as eu le sentiment que l'accompagnement et même l'écosystème autour de toi était réceptif et adapté aussi à cet aspect-là de ton business? C'est vrai que c'est une bonne question. Ça fait
On a la chance d'être accompagné par le CSTB Lab, de profiter de l'accompagnement Green Tech. Et on a déjà des partenariats dont on bénéficie, notamment avec la solution ZEI, qui nous permet d'évaluer notre impact. Donc, il y a dans ces écosystèmes-là forcément des oreilles qui sont en tout cas bienveillantes à l'écoute et force de proposition pour pouvoir nous permettre d'entrer dans cette démarche d'évaluation d'impact. Nous, on l'a mise en place dès le démarrage, qu'on avait été accompagné par Make Sense, donc un incubateur aussi à impact social et environnemental, qui nous a permis d'avoir cette logique-là dès le démarrage. Mais je dirais que la force de l'accompagnement, ça a été au-delà de nous sensibiliser, mais vraiment de nous passer des outils pratiques pour pouvoir la mettre en place et pouvoir l'évaluer. Donc, ça permet de l'intégrer directement. Donc oui, ça a été super précieux en ce sens aussi. Merci Abdes. Est-ce que Rémi ou Étienne voulaient prendre le relais sur justement les particularités, selon vous, de l'accompagnement d'entreprises green, de start-up, d'entreprises innovantes? Je viens de démarrer. Sur les spécificités, finalement, c'est de l'accompagnement comme des startups classiques, on va dire, qui ne seraient pas forcément green tech. Pour autant, il y a des particularités qui viennent se rajouter. Donc, c'est des briques complémentaires, à savoir, il faut aborder tous les sujets de gouvernance, par exemple, tous les sujets de mesure d'impact, les indicateurs d'impact. Il y a pas mal de sujets en fait, qui viennent se rajouter à tout cela, qui permettent de bien comprendre tous les enjeux et où est la proposition de valeur unique de la startup. Et donc, c'est des choses qui sont supplémentaires et nous, ça nous permet vraiment de voir aussi la motivation des entrepreneurs, parce que parfois, on a des entrepreneurs qui disent « je suis une startup à impact », etc. En creusant un petit peu, on peut se rendre compte que l'impact n'est pas forcément au cœur de la proposition de valeur. Donc, nous, on veut vraiment que ce soit au cœur de leur stratégie et on va les accompagner vraiment sur tous ces enjeux-là. Ça crée aussi des particularités au niveau juridique, s'ils veulent rentrer avec des statuts ESS, avoir l'agrément ESUS, ce genre de choses. Donc, il y a tout cet accompagnement-là qui vient se rajouter. Donc, la particularité est surtout à ce niveau-là. Et donc, ce qu'on va regarder, nous, principalement, c'est aussi, et ce qui est hyper important aussi pour que la réussite d'un projet, c'est l'adéquation entre le porteur ou la porteuse de projet avec son projet, de voir qu'il y a la personne est la bonne personne pour mener à bien ce projet-là. Rapidement, pour ajouter un petit mot, je dirais que ça se résume en quelques lettres, hein, dans le bâtiment, en tout cas, c'est RE 2020. Voilà, il y a une réglementation environnementale là, qui est quand même assez, je dirais, ambitieuse sur ces sujets de bilan carbone et qui secoue un petit peu, je dirais, tous les acteurs de la construction. Et donc forcément, les propositions de valeur en termes de green tech s'articulent de près ou de loin autour de ces nouvelles contraintes réglementaires. Et clairement, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider ces entrepreneurs à massifier leurs solutions, notamment si elle a un impact fort. Et une des voies pour les aider, c'est bien de les orienter sur également le contexte normatif et réglementaire en France, pour qu'ils ne se retrouvent pas face à un mur, mais qu'au contraire, la solution se diffuse de manière efficace et pérenne sur le marché sans risque pour le consommateur final. Merci. Carmen, sur cet aspect-là, toi qui as aussi une vision large de la typologie de start-up, est-ce que tu as identifié justement un aspect particulier, qui est un élément clé de la réussite de l'accompagnement des startups green? Bon, sur le sujet construction, de toute façon, on a les mêmes convergences, on va dire, que le CSTB Lab. Donc, en effet, les contraintes réglementaires font qu'aujourd'hui, ça pousse à l'innovation. Et donc, nous, on voit que les startups, les dossiers qu'on reçoit de startups, on a de plus en plus de dossiers qui ont pour vocation à réduire l'impact environnemental des bâtiments et des infrastructures en général. Disons que là, un des pièges, ça peut être justement d'être dans la capacité à être différenciant. Le nombre de startups qu'on voit d'efficacité énergétique dans les bâtiments,
c'est impressionnant. Je pense que c'est pareil du côté du CSTB Lab. Et donc, c'est très important pour que les startups sachent nous expliquer comment elles se différencient, que ce soit sur l'aspect business model, sur la partie technique. Et souvent, le track record est assez fort pour convaincre. Donc, si elles ont déjà mené des expérimentations ou elles ont déjà des clients en grand compte, des collectivités ou autres, c'est des preuves de qualité. Donc, ça, sur ce sujet vraiment réglementaire. Et puis, juste un autre sujet sur ce que disait Étienne sur la particularité des startups à impact qui ont mesuré leur impact de façon plus large que des startups classiques. Je pense que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est le cas, mais je pense que demain, toutes les startups, y compris ceux qui ne sont pas Green Tech, vont devoir s'orienter vers ça parce que les fonds d'investissement, y compris les plus classiques, ont de plus en plus de demandes sur les indicateurs ESG. Donc, disons que les Green Tech qui sont le fer de lance, mais ça aura vocation à se généraliser. Merci Carmen. En conclusion, s'il vous plaît, en fait, ce qu'on voulait vous annoncer avec Carmen, déjà, je remercie Abdès, Étienne, Rémi, François qui était là aussi, qui va bientôt prendre la suite de Rémi pour ces témoignages. Je pense que ça montre à quel point il y a une diversité de situations et qu'il est important d'être en capacité d'aider ces startups, ces PME, soit avec un prisme plutôt technologique, plutôt business, ou des écosystèmes qui sont soit un écosystème d'opérateurs de l'État ou d'un groupe ou d'une entreprise. Tout ça est complètement complémentaire. Et donc, nous, la petite annonce qu'on souhaitait vous faire avec Carmen, c'est que donc, nous allons organiser la première convention nationale des incubateurs et des accélérateurs Green Tech de France, du réseau, pour justement continuer à faire jouer encore plus les synergies et profiter au maximum de cette diversité d'accompagnement, mais aussi pour faire la promotion de ce secteur d'activité, voilà, parce que vous êtes professionnels de l'accompagnement des startups, vous êtes des acteurs importants aussi de la réponse à l'urgence écologique. Et cette première convention du réseau aura lieu dans un endroit en particulier que je te laisse annoncer, Carmen, et je te laisse annoncer la date aussi. Donc, on aura le plaisir justement d'accueillir la première convention des incubateurs Green Tech à Léonard, qui aura lieu le 22 novembre, c'est bien le 22 novembre, Thomas. Donc, on sera ravis d'accueillir tous les membres du réseau. Donc, on est en train de travailler sur le programme avec Thomas. Donc, le 22 novembre, là, pour les membres du réseau national des incubateurs Green Tech. Merci à toutes et à tous. Donc, c'est arrivé, c'est la fin de cette séquence qui a fait donc un focus sur les enjeux d'incubation Green Tech et puis qui a montré qu'il y avait un début de dynamisme très fort en France avec cette mise en réseau de ces accélérateurs qui n'en est qu'au début. Enfin, c'est ce qu'on espère en tout cas. Voilà, cette conférence se termine. Donc, les participants, merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'espère qu'on vous a répondu. N'hésitez pas à nous relancer. J'invite l'ensemble des participants à quitter la conférence pour qu'elle se termine effectivement. Merci. Et je termine juste pour tout le monde en vous rappelant que donc un pitch a lieu sur l'intelligence artificielle par 1 km à pied. Donc, c'est un des fils conducteurs de ce meet-up. Toute une série de pitchs ont lieu sur l'IA, l'intelligence artificielle au service de la transition écologique. Donc, il y en a un qui a lieu en ce moment et que vous pouvez écouter à tout moment, parce que c'est une vidéo qui est disponible à tout moment, mais que vous pouvez retrouver dès maintenant sur la plateforme Vimit. Voilà, merci, très bonne journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. À tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.